Oui, alors bonjour à tous. Merci Jean-François pour cette présentation. Alors aujourd'hui, je suis ici un peu en remplacement de mon collègue David Onyia-Jeffries, qui est notre économiste maison chez Guardian Capital. Alors je vais tenter de vous présenter l'essentiel de notre vision des marchés chez Guardian Capital et des solutions qui sont disponibles chez vous, chez SSQ Groupe Financier. Donc, Jean-François, peut-être directement aller à la slide numéro 3. Alors, on a vu je ne sais pas si vous vous rappelez, à pareille période l'an dernier, le mois de décembre, ça a été un mois de décembre tout à fait horrible sur les marchés. L'année dernière, la confiance était à son plus bas. Donc, on a vu une plongée assez vertigineuse l'année dernière. Donc, en date du 15 novembre, on peut voir que les résultats des différentes classes d'actifs sont assez positifs. Donc, on voit des rendements des actions canadiennes et américaines au-delà du seuil des 20 même les investisseurs des titres à revenus fixes ont extrêmement bien fait avec des performances allant entre 5 et 10 Donc, même dans une stratégie conservative composée à 40 d'actions, 60 de titres à revenus fixes, on peut voir que les performances avoisinent les 10 Alors, 2019 a été, somme toute, une super bonne année pour les investisseurs. Si on va à la slide numéro 4, même si ça a été une excellente année pour les investisseurs, c'est pas une année, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu quand même pas mal de volatilité sur les marchés cette année. Et des genres de marchés où des gestionnaires de portefeuille peut-être un peu plus conservateurs tendent à faire mieux en gérant la volatilité. Donc, on l'a vu, on a connu une forte baisse en décembre dernier, mais on a eu un fort rebond en janvier et février. Ça nous ramenait pas mal au niveau des hauts qu'on avait connus en fin troisième quart de 2018. Et puis après ça, pour le reste de l'année 2019, ça a pas mal été de côté. Alors, on le voit ici là, sur le graphique de la page 4. Donc, malgré des belles performances, l'année a été quand même tumultueuse pour les investisseurs. Puis, les thèmes qui ont dominé l'année, évidemment, ça a été les trade wars avec la Chine, les hausses de tarifs, les diverses hausses de tarifs américaines pour l'ensemble, évidemment, avec le marché chinois. Slide 5, s'il vous plaît. Donc, on voit ici là, on voit ici les différents thèmes là, qui ont occupé les différents. Ça, c'est le VIX, en fait, qui mesure le stress sur les marchés. Donc, le Chicago Board Option Exchange ou le VIX, qui jauge le niveau de stress sur les marchés. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2017, ça avait été une année, somme toute, calme, à part quelques événements clés. Puis, si le VIX nous montre la volatilité et le niveau de nervosité des marchés, il ne nous indique pas nécessairement les causes de ce stress-là. Les marchés boursiers ont tendance à être plus nerveux que l'économie réelle. Et d'ailleurs, il y a un célèbre économiste américain du nom de Paul Samuelson qui nous dit que les marchés boursiers ont prédit 9 des 5 dernières récessions. Alors, c'est tout dire. Donc, le VIX, c'est un indicateur intéressant, mais c'est quand même pas, l'almanach ultime. Alors, on doit porter notre attention sur les indicateurs économiques clés et de l'économie réelle. Numéro 6. Alors, ici, on voit la tendance au niveau de la confiance des investisseurs sur les marchés. Donc, un optimisme qui est allé en dents de scie au cours de l'année 2019, mais quand même, on voit qu'on est resté pas mal entre les deux lignes pointillées. Donc, on le voit encore, la fin de l'année 2018 a été difficile et ça a été volatile, malgré les marchés qui ont, somme toute, bien performé à un rythme de 20 et plus pour 2019. Donc, on voit là, que ça s'est promené un petit peu.
Et c'est quand même positif que les investisseurs aient envie de rester dans le marché. Slide numéro 7. Donc, ça s'intitule Retour à la case départ. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de bruit. On entend le mot récession effectivement là, depuis quelques mois. On dit que ça fait 10 ans qu'on est dans un bull market, que ça fait à force est-ce que cette croissance-là peut s'étirer longtemps? Mais dans le fond, ce qu'on voit dans cette slide-là, c'est que les prévisions de croissance du PIB, si on regarde en janvier 2017, on les estimait à 3,2 % On a connu 2 années intéressantes quand même sur le marché, hormis le 4e trimestre de 2018. Et puis, si on regarde maintenant où on est rendu en septembre-octobre 2019, on a des prévisions de croissance de l'économie mondiale qui sont à 3,2 % également. Donc, c'est une analyse positive qui dit oui, l'économie va bien, il y a beaucoup de soubresauts, il y a de l'incertitude, il y a des thèmes qui occupent l'avant-scène, mais somme toute, on voit une croissance peut-être un peu plus modeste, mais une croissance tout de même. Slide numéro 8. Alors, tu sais, on le voit, là, ça résume un peu, cette slide-là résume un peu ce que je viens de dire. Donc, la croissance du PIB réel, on le voit là, pour ce qui est les prévisions de 2020, 2021, 2022. Le marché mondial là, tend à se promener légèrement au-dessus de 3 %. Nous, de notre côté, on pense que c'est un peu positif, 3 %. On voit que les économies développées, elles, ont tendance à se promener plus aux alentours du 2 avec une petite tendance à la baisse, mais quand même, on voit que c'est stable. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit, nous, de notre côté. C'est une croissance modeste, mais qui va continuer. À la slide numéro 9, les indicateurs économiques avancés de l'OCDE. Encore une fois, c'est un graphique qui représente le momentum ou la vitesse de l'économie, si vous voulez. Donc, il y a eu des préoccupations tout au long de 2019. On a perçu un ralentissement de cette vitesse. Il y a eu des incertitudes, effectivement, et cette perte de momentum est sans doute ce qui a commencé à induire le mot récession dans le narratif économique. Mais on voit justement que depuis les derniers mois, on se rapproche de la ligne zéro. Là. Donc, si vous voyez vraiment là, cette hausse-là, là, on se rapproche vraiment du zéro ici. Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est que l'économie est en train de se stabiliser. Donc, pas des grosses croissances comme on a connu après la crise de 2008, là, comme on voit sur le tableau, là, où on a atteint le point 6. Pas des gros downs non plus, comme on voit dans les zones ombragées qui sont des récessions, mais vraiment, on se rapproche toujours du zéro, et ce qui est un bel indicateur de stabilisation. Donc, une croissance stable, et c'est ça que le graphique nous montre avec des écarts un peu moins tranchants au cours des derniers mois, avec une amplitude réduite. Numéro 10. Indicateur, le PMI, indicateur des acheteurs manufacturiers, ça nous aide à mesurer le momentum et la direction de l'économie. Donc, c'est vrai qu'au cours de l'année 2019, on est passé sous la barre des 50 là, qui tend à montrer une contraction de l'économie ou un manque de croissance. Mais c'est encore une fois, c'est peut-être que je me rappelle là, vers l'été, c'est là qu'on a parlé de récession, tout ça, mais finalement, c'est vrai que le PMI a été un indicateur fiable au cours des dernières décennies. On utilise cet indicateur-là depuis 1947 aux États-Unis et a démontré un excellent track record. Mais ce qui est à considérer, par contre, avec cet indicateur-là sur la production, c'est quand même que le secteur manufacturier tend tout de même à occuper une partie un petit peu moins importante dans l'économie mondiale. Et ça, on le voit à la slide 11. La part du PIB du secteur manufacturier par pays a connu un rétrécissement là, au cours des 10 dernières années. On le voit ici de 2008 à 2018, les triangles oranges.
Vous voyez maintenant les barres. Donc, pour la majorité des pays du G7, mais aussi de l'Organisation mondiale, c'est le manufacturier prend moins l'importance qu'il tentait à le faire dans l'économie au cours des dernières décennies. Quand on parle d'une croissance faible, mais quand même une croissance soutenue, un des principaux vecteurs de ça, c'est ce qu'on voit à la slide numéro 12, c'est le taux de chômage. Donc, globalement, dans les marchés développés, le consommateur joue un rôle extrêmement important dans la vigueur de l'économie. Et présentement, le consommateur est heureux, le consommateur a un emploi, donc est capable de couvrir ses dépenses, son loyer, sa voiture, ses dépenses discrétionnaires. Et le taux de chômage n'est pas seulement à des taux bas au niveau cyclique ou générationnel, mais même dans le cas de certains pays, à des taux historiquement bas. Donc, pour l'économie américaine, puis ça pourrait être le cas aussi pour l'économie canadienne, là, à quelques points de pourcentage près, le consommateur représente 66 à 70 ou les 2 tiers de l'économie. Donc, si le consommateur est heureux, le consommateur travaille, donc le consommateur dépense, donc sont tous des vecteurs de croissance pour l'économie, des vecteurs positifs. Et non seulement le travailleur travaille, mais à la slide numéro 13, on voit aussi que en général, à travers tous les pays du G7, ils travaillent davantage et ils travaillent à un meilleur salaire. Donc, on voit vraiment là, un indicateur positif de ça. Donc, c'est ce qui nous fait croire quand même que cette portion-là, qui est une portion importante de l'économie, va bien. C'est un facteur positif pour la stabilité de la croissance économique. À la slide 14, les consommateurs dépensent. Donc, les ventes sont stables aux alentours. On voit les fluctuations depuis 2016 sont assez minimes. Il y a eu un petit drop là, vers la fin de 2018, comme je le disais depuis le début de la présentation, mais ça tend à se stabiliser aux alentours du 2. Donc, il est actif, il est content, le consommateur, et il est présent pour les détaillants. Ici, à la slide numéro 15, au niveau des incertitudes, c'est vrai que l'indice d'incertitude des politiques économiques mondiales, les histoires sont ce qui intervient dans le narratif au niveau de l'Europe, évidemment, c'est le Brexit. Donc, on voit notre ami Boris qui essaie de se dépêtrer dans tout ça. Il y a eu la démission de Mme May. Et puis, c'est sûr que ça pèse lourd sur l'Europe. Le Brexit, ça a créé une certaine morosité en Europe. Mais malgré cette incertitude-là, on a quand même vu une croissance. Ce sentiment d'incertitude amène de la volatilité, ça tend à augmenter la volatilité. Le sentiment des investisseurs peut être un peu mitigé ou ralenti. C'est sûr que l'investisseur typique aime savoir à quoi s'en tenir, aime savoir qu'il va percevoir son dividende, que les taux d'intérêt vont être stables. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas actuellement. On voit à la source, à la slide numéro 16, la grande source d'inquiétude, c'est évidemment, c'est la guerre des tarifs entre les États-Unis et la Chine. On le voit là, vers la fin, on voit ici là, la ligne dorée vers la fin de 2018, qui est une amplitude extrêmement prononcée. Le changement de leadership aux États-Unis en 2016 n'a pas été étranger à tout ça. Donc, la Chine et les États-Unis, c'est un risque légitime, donc il faut regarder l'évolution. On a des nouvelles contradictoires tous les jours. On est toujours à un tweet près de se réjouir ou de pleurer. Mais c'est un enjeu économique important actuellement. Dans une moindre mesure, on a vu actuellement dans les derniers jours
l'ALENA qui semble finalement, on avait eu un accord l'année dernière puis qu'on semble officialiser dans les derniers jours avec notre ministre des Affaires extérieures là, qui sera à Mexico dans les derniers jours. Donc ça, c'est des nouvelles positives pour nous, mais quand même qui n'ont pas la même magnitude en importance que ce qui peut se passer entre la Chine et les États-Unis. Mais au cours des 20 dernières années, ce qu'on a pu voir à la slide numéro 17, c'est quand même que les pays, les économies sont interreliées et on a une économie mondiale qui est de plus en plus intégrée. Et si on commence à avoir des effets tarifaires, des blocus tarifaires importants aux États-Unis, ça a des conséquences importantes, pas juste pour le pays auquel ces amendes tarifaires-là sont imposées, mais aussi pour les économies locales du pays en question, donc les États-Unis, par sa chaîne d'approvisionnement, et aussi finalement au consommateur final. Donc, ce qu'on essaie de voir un petit peu là, dans les slides qui suivent, c'est comment toutes nos économies sont interreliées finalement, et à quel point, parce qu'on l'entend tous les jours, on dit la Chine, les États-Unis, Trump a dit ça a été relevé. C'est vraiment pas anodin finalement. Alors, à la slide numéro 18, on le voit, les importations et les exportations en pourcentage du PIB. Pour les pays, pour les économies développées, ça a un impact, les échanges, ça a un impact majeur. Donc, des barrières tarifaires plus élevées pour entrer aux USA n'ont pas nécessairement un gros impact pour eux directement à court terme, mais plus pour les autres économies. Un impact important, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne d'approvisionnement. Et plusieurs entreprises partout sur la planète il y a des répercussions sur eux. Récemment, on avait un exemple sur les tarifs sur l'acier qui a impacté fortement des pays comme l'Argentine, le Brésil et quelques pays d'Europe aussi. Donc, ça peut être resté. Nous, au Québec, on a vu dans le passé des impacts sur le bois d'œuvre ou sur l'aluminium. Donc, les exemples sont nombreux. À la slide numéro 19, c'est un cas intéressant, ça. Donc, le gouvernement américain, l'exemple que je peux vous donner, c'est peut-être l'exemple du soya. Donc, le gouvernement américain a augmenté ses revenus par rapport à ses tarifs de douane. Et l'exemple du soya est le suivant, c'est qu'on a augmenté, la Chine a fait la même chose, a décidé de ne pas acheter les récoltes de soya des producteurs américains. Et le gouvernement américain a dû, les récoltes se perdaient, et le gouvernement américain a décidé de donner des subventions aux agriculteurs américains, et ces subventions-là ont été finalement plus élevées que les droits de douane qui ont été perçus par l'augmentation. Donc, au bout de la ligne, nos économies mondiales sont de plus en plus intégrées. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer la carte du protectionnisme? Donc, c'est peut-être pas une super bonne nouvelle en bout de ligne de jouer la carte du protectionnisme. Slide numéro 20. Variation des exportations vers la Chine. Le plus grand perdant au cours de l'année 2019, c'est évidemment nos voisins du Sud. Il y en a d'autres. Il y a eu d'autres pays qui ont profité de ce ralentissement des exportations américaines vers la Chine. Donc, la Chine est un joueur majeur de l'économie. On le voit. Écoutez, je ne veux pas trahir mon âge, mais moi, j'étais étudiant au HEC en 2001, 2002, 2003. Et puis, mon prof de commerce international nous disait la plus grande économie dans quelques décennies sera la Chine. Et on est en train de le voir se produire. Donc, quel genre de relation on peut établir avec ce partenaire commercial-là? Alors, les États-Unis semblent jouer une carte
qui n'est pas en leur faveur actuellement avec une régression des exportations qui oscillent aux alentours de 35 %. Et les États-Unis ne sont pas tout seuls dans leur bulle non plus. Je parlais de l'intégration des économies. Donc, ça l'affecte un peu tout le monde, finalement, lorsque le trade war a lieu. Le trade war qui se déroule en ce moment n'a pas un impact seulement sur ces deux économies-là, la Chine et les États-Unis, mais bien sur tous les autres pays qui gravitent autour. À la slide numéro 21. Donc, malgré tout ça, malgré tous ces thèmes qui peuvent parfois, on peut penser que c'est sombre, mais quand même, il y a une croissance, il y a une certaine croissance des ventes. Lorsqu'on achète un titre, ici on parle de l'indice S&P 500, les ventes à l'étranger ont eu tendance à diminuer, et notamment pour le secteur, le secteur des télécommunications, qui est un secteur extrêmement important aux États-Unis. Donc, on voit là que de 2008 à 2018, les ventes à l'étranger des majeures compagnies de S&P 500 sont à la baisse. Slide numéro 22. Alors, c'est ce que je disais, c'est malgré tout cela, des perspectives toujours positives, mais on a vu les revenus par action diminuer un peu au cours de l'année 2019. On le voit ici, là, 2019, il y a vraiment une baisse. Les projections pour 2020 sont plus positives. Donc, 2018, il y a de la croissance. Dans le fond, quand vous achetez une action américaine, ce que vous faites, c'est ça, c'est que vous achetez les revenus futurs d'une entreprise et vous souhaitez dégager un rendement positif. Donc, malgré les incertitudes, on pense quand même que les indices macroéconomiques sont OK et que la croissance modeste devrait continuer. Et à la slide numéro 23, on peut le voir ici. Donc, un des facteurs qui nous encourage aussi à penser ça, c'est l'action des banques centrales a été très accommodante au cours des dernières... en fait, depuis la crise de 2008, les banques ont tout fait pour stimuler l'économie, que ce soit en ayant des taux d'intérêt très accommodants ou par leur intervention par leur achat d'obligations de façon importante. Donc, la question qu'on s'est fait poser récemment, c'est avec les taux qui sont tellement bas, est-ce que les banques ont encore une marge de manœuvre suffisante s'il y a une vraie récession qui frappe? Ils ne feront pas descendre les bas vraiment plus bas, ils seront déjà à leur plus bas, mais quand même, c'est pas leur seule façon d'agir sur l'économie que de baisser les taux. Slide numéro 24. Une autre chose qui nous garde assez positif, c'est que finalement, l'inflation est légère, donc c'est pas un facteur qui a été important dans l'économie, dans les diverses économies du G7. On voit ce qui se passe par rapport aux 5 dernières années. Vous voyez le graphique ici. C'est assez stable. Au Canada, la Banque du Canada a peut-être été un des meilleurs pour toujours maintenir l'inflation dans la fameuse fourchette du 2 %. Slide numéro 25. Ça a été, on l'a vécu cet automne, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'inversion des courbes là, qui est survenue, ma mémoire me fait de faux bons, si c'était fin août ou début septembre, quand on avait dit l'inversion des courbes de rendement, ça avait été quelque chose entre les taux à court terme et les taux de 10 ans.
Mais finalement, ça s'est avéré d'assez courte durée. Donc, ils sont bas actuellement. Le taux de rendement des obligations des gouvernements est assez bas. Ça l'assit, on le voit ici, là, entre 1,5 à 2 actuellement. Je pense que les taux de 10 ans sont à 1,7, 1,73. Donc, c'est des taux de rendement des indices obligataires américains qui sont très bas. Donc, ce que ça nous force, ça force les investisseurs à aller chercher du rendement dans une autre classe d'actifs. Et ça a été assez bon finalement pour le secteur des actions. Je faisais une présentation récemment avec un de nos gestionnaires de portefeuille chez Guardian Capital pour un client institutionnel et qui, lui, devait respecter une politique de placement fortement balancée en titres à revenu fixe. Et il disait, écoute, pour aller chercher du rendement, j'ai pas le choix de me tourner vers une autre classe d'actifs qui sont les actions pour être capable de donner à mes prestataires des revenus et du rendement. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement, nous, de notre côté. Donc, ce qui nous force à penser aussi que c'est positif pour le marché des actions. Donc, on le voit ici à la slide 26. Rendements en dividendes qui sont actuellement plus intéressants que les rendements des titres des pays. Donc, on voit le titre là, Canada qui est un peu au-dessus des 150 points de base. Les États-Unis sont, je sais pas si ici on voit juste légèrement au-dessus de zéro. Donc, ça nous force à aller chercher des rendements dans une autre classe d'actifs qui ne sont plus les obligations. Donc, même dans le cas ici chez SSQ, où on a des stratégies qui sont pondérées soit à 40 titres à revenu fixe. Je crois que les titres à on préfère, je ne sais pas si vous vous rappelez à la slide numéro 3, les titres à revenu fixe ont fait très bien cette année, mais à cause de certaines les baisses de taux aux États-Unis, mais on ne pense pas que ça va être le cas dans les années à venir. À la slide numéro 27, le ratio des bénéfices par rapport au rendement de l'indice obligataire universel. Donc, si vous voulez, le prix des actions. Est-ce que la question qu'on se fait souvent poser actuellement, est-ce que les actions sont chères? Est-ce que les actions sont pas à leur plus haut historique? On voit en 2012, là, où on était vraiment on approchait le 4. C'est sûr qu'on aime mieux se tenir dans la fourchette, là, où vous voyez entre le 0,7 et le 1,2. C'est une moyenne historique, mais quand même, c'est pas là qu'on se trouve en ce moment. Donc, on tend à surpondérer les portefeuilles en action actuellement. Donc, on le voit bien ça à la slide numéro 28. Donc, les ratios cours-bénéfices à terme de l'indice du S&P 500. Donc, les actions se transigent actuellement à des multiples cours-bénéfices tout à fait raisonnables qui sont dans la fourchette à 19 fois les profits, 20 fois les profits, dépendamment des secteurs, évidemment. Mais quand même, sur une base générale, c'est encore une classe d'actifs qu'on se doit de privilégier. À la slide numéro 29, sur le marché, mieux vaut analyser quantité, le rendement total des actions en dollars américains. On le voit ici. Excusez-moi. Donc, c'est quand même le marché, le S&P 500 qui a la part du lion, qui a montré une économie extrêmement résiliente. Les compagnies, malgré comment on dit en français, turmoil, le haut niveau d'émotion dans les marchés qui ont quand même présenté des résultats intéressants. Donc, c'est quand même une classe d'actifs qu'on doit privilégier. Alors, messieurs, peut-être aller directement à la slide 31. J'adore le titre de la slide.
la meilleure attaque, c'est probablement une bonne défense. Donc, le MSCI World, les titres qui ont bien performé. Donc, les titres de qualité, les titres à dividendes élevés. Chez Guardian Capital, on est une firme de gestion qui a tendance à préconiser un style de gestion un peu plus conservateur. Je pense à plusieurs mandats qu'on a chez nous où les critères d'analyse principaux sont quelle est la croissance qui va durer longtemps, quelles sont les entreprises qui nous versent un dividende constant et pourquoi ces entreprises-là sont capables de nous verser un dividende, c'est parce qu'ils ont un solide bilan, ils ont des flux de trésorerie extrêmement intéressants. Et puis, c'est ce qu'on voit ici dans le graphique de la page 31. Les rendements viennent des styles, principalement de la qualité des dividendes élevés. Alors, si je peux summariser un petit peu notre point de vue sur l'économie, et j'aime l'approche de notre économiste maison, David O.J., qui nous dit, oui, il y a beaucoup de bruit sur la ligne en ce moment. Et on entend parler de la guerre des tarifs, on entend parler d'une récession, ça a été induit dans le narratif. Mais quand on regarde les facteurs de l'économie réelle importants, donc les entreprises présentent une bonne croissance, les earnings per share sont encore là. Notre consommateur est employé. Notre consommateur a un emploi, il est en santé, il dépense, il est positif. Et donc, le mot-clé qu'on a de notre côté chez Guardian Capital, c'est une croissance un peu plus faible pour les pays développés aux alentours de 1,6, 1,8 %, mais une croissance tout de même. Puis, je vous rappellerai pour mémoire que la définition d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Et c'est vraiment pas ce qu'on a actuellement dans nos cartons. Donc, je pense que ça summarise un petit peu notre point de vue sur l'économie. Si on allait à la page 33 directement, donc, chez Guardian Capital, on a on additionne en tout et partout, je pense, à peu près 27 stratégies au grand total. Et ce qu'on vous présente chez SSQ, c'est les solutions gérées de Guardian. Donc, les solutions gérées font de leur gestion et leur composition de l'actif sur 3 principes importants. Profiter de toute l'expertise qui est disponible au sein du groupe. Donc, on a évidemment le groupe de notre équipe qui est basé à Toronto. On a une équipe qui est basée à Londres et on a une équipe qui est basée aux États-Unis. Et tous ces professionnels de la gestion de portefeuille travaillent ensemble sur une base régulière pour échanger des idées sur des bonnes idées d'investissement et aussi sur leur vision respective de l'économie mondiale. Et en étant basé à Toronto, aux États-Unis et à Londres, ben, on a quand même un beau diaporama de ce qui se passe. Assurer une gestion active de la composition de l'actif des portefeuilles et assurer une gestion active des stratégies sous-jacentes employées, évidemment. À la slide numéro 34, portefeuille de placement multi-stratégie axé sur le revenu. Le revenu est évidemment une composante importante des portefeuilles de placement et pas seulement à la retraite, tout au long de la vie de l'investisseur. Puis on aime penser que les idées de placement qui génèrent du revenu sont des vecteurs qui réduisent la volatilité d'un portefeuille. On aime ça être payé pour attendre, donc la majorité de l'alpha chez Guardian Capital est générée dans les marchés baissiers. Donc, 2 facteurs de mesure importants là, quand on regarde le taux de rendement d'un portefeuille, on appelle le UMC, le Up Market Capture, et le DMC, le Down Market Capture. Et souvent, un des indicateurs où on fait très, très bien, c'est le Down Market Capture. Donc, si on me dit si le marché
baisse de 100%. Souvent, les stratégies chez Guardian vont juste capturer 80%, 85% de cette baisse-là. Donc, on crée un alpha important dans ces conditions de marché-là. Donc, Guardian possède une longue expérience dans la gestion de portefeuille qui investissent dans les titres générateurs de revenus, excusez-moi. Donc, des actions versant des dividendes, des obligations à rendement élevé et des titres à revenus fixes. C'est une expertise qu'on a chez Guardian. Guardian est en affaires depuis 1962. Guardian est sur le marché de la Bourse de Toronto depuis 1969, donc 50 ans côté à la bourse. Et vraiment, ce qui a fait la renommée de Guardian dans le marché canadien, c'est exactement cette expertise-là sur les titres à revenus fixes et les actions. Les actions canadiennes, on avait une stratégie qui a très bien fait au cours des 30 dernières années qui s'appelle le Diversified Income. C'est exactement ce qui est exprimé ici dans la slide numéro 34. Slide numéro 35, solution gérée de Guardian. Donc, c'est quoi finalement? C'est une solution de placement diversifié, multi-actif qui combine une répartition stratégique de l'actif et des outils nécessaires pour assurer cette approche tactique-là aux changements, aux occasions de placement. Les portefeuilles de placement sous-jacents multiples s'appuient sur des revenus sous forme de dividendes et d'intérêts et une croissance de grande qualité. Donc, les revenus, comment sont-ils composés? Composante importante de tous les portefeuilles de placement. Ça permet d'être payé pour attendre, on l'a dit. C'est un rendement, le rendement est idéal pour les investisseurs qui ont besoin de revenus pour couvrir leurs dépenses. Donc, ça, c'est important d'accompagner vos clients dans la stratégie de décaissement, mais quand même, c'est ici qu'on peut fournir une expertise aiguë. Les stratégies axées sur les dividendes et la grande qualité dégagent généralement des rendements supérieurs au fil du temps avec une volatilité moindre, je le disais un peu plus tôt. Donc, on focus sur des qualités, sur des entreprises de grande qualité. Guardian a une longue expérience dans la gestion des mandats axés sur les dividendes et la grande qualité 1969, donc on le voit ici, c'est pas d'hier. Croissance de grande qualité, la croissance durable stimule des rendements, donc une appréciation de capital, protège contre les baisses et les prélèvements moindres en période de baisse du marché aident à préserver le capital. Je parlais tantôt du DMC, Down Market Capture, c'est exactement cela. Excusez-moi, petite gorgée. Slide numéro 36. Exposition multi-actifs et multi-styles. Donc, chaque fonds comme un Guardian est géré par une équipe de spécialistes de catégories d'actifs dont l'objectif est d'ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante des titres. L'exposition de base permet d'assurer une diversification des styles, revenus, croissance, grande qualité. Et la composition des stratégies est guidée par l'importance accordée à la gestion du risque et des occasions au sein des catégories d'actifs. Donc, Action canadienne, on le voit ici, l'exposition Action canadienne, on l'a vu quand on voyait tantôt 1969, c'est pas d'hier que Guardian Capital est impliqué dans la gestion des actions canadiennes, donc c'est une expertise de longue date. Au niveau des revenus, fonds Guardian Equity Income. Action étrangère, ça c'est notre fonds Guardian Fundamental Global Equity qui performe très bien. C'est à revenu fixe. L'équipe avec une expertise incroyable, Dom Galilei, Scott Glasgow, qui sont là, et Peter Algrove. Fonds Guardian Global Dividend, Growth and Equity, une équipe qui utilise de l'intelligence artificielle pour les aider dans leur prise de décision. Donc, c'est pas les machines qui prennent toutes les décisions, mais ça les conforte beaucoup dans leur prise de décision. Donc, en anglais, on dit « there's a human overlay ». Donc, même si l'intelligence artificielle a pris de plus en plus de place dans la boîte à outils, si vous voulez, à la fin de la journée, c'est quand même nos deux gestionnaires de portefeuille de cette stratégie-là qui prennent la décision finale, mais ils sont extrêmement confiants de le faire avec les outils technologiques qu'ils ont à leur disposition. Donc, extrêmement intéressant. Donc, Desjardins Guardian Capital a été un précurseur dans l'application des méthodes d'intelligence artificielle.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La boîte a aussi de répartition de l'actif chez Guardian. Je parlais qu'on a à peu près 27 stratégies disponibles au total chez Guardian Capital, mais il y en a déjà plusieurs qui sont disponibles chez vous dans la stratégie d'action multigestion. Donc, en utilisant notre approche fondée sur l'exposition en base satellitaire pour la construction de portefeuille, on peut utiliser les options de placement suivantes. Donc, on le voit ici, le Canadian Focus, une stratégie canadienne principalement gérée par Sam Baldwin, très concentré, à peine une vingtaine de titres qui focus exactement sur le marché canadien. Donc, un petit peu d'énergie, un petit peu de finance, un peu de consumer staples. Mais Sam a très bien fait au cours des dernières années avec sa stratégie focus. Et des stratégies focus, avec moins de titres dans le portefeuille, on voit que c'est une tendance lourde actuellement. D'ailleurs, chez Guardian, on a Canadian Focus, on a un US Equity Select qu'on voit, et on a même une autre stratégie qui s'appelle le Global Fundamental, qui eux autres aussi ont seulement une vingtaine de titres dans le portefeuille. Donc, ça, c'est au niveau des actions canadiennes. Actions étrangères, vous l'avez, fonds Guardian Global Dividend, Growth Equity, Guardian Fundamental, donc deux stratégies qui se complètent très, très bien. Une qui est un petit peu plus growthy, le Global Fundamental, et le Global Dividend qui est là pour assurer une certaine stabilité. Et vous voyez ici tout ce qui est disponible de l'autre côté dans l'exposition satellitaire. Et les titres à revenu fixe, le marché canadien, ici, quand vous regardez notre pondération au niveau du Guardian Canadian Bond, je ne veux pas trop simplifier, mais c'est presque un tiers d'obligations fédérales, d'obligations provinciales et d'obligations de compagnie à quelques points de pourcentage. Là. De mémoire, je pense que c'était 27, 30, 33. Donc, l'équipe ici qui gère très bien ces échéances et qui est capable de dégager un rendement extrêmement intéressant pour 2019. Slide numéro 38, comité de répartition de l'actif chez Guardian. Les décisions se prennent dans une équipe qui se réunit tous les lundis matin. Donc, la composition des stratégies et les changements tactiques sont guidés par l'importance accordée à la gestion du risque et la croissance au niveau des catégories d'actifs, plutôt que par des simples changements de répartition de l'actif entre les actions et les titres à revenu fixe. Quelques exemples. Passer tactiquement d'une stratégie axée sur les titres à revenu fixe à une autre. Accorder une pondération plus ou moins importante aux actions mondiales par rapport aux actions canadiennes. On a vu que ça a fait une différence au cours des dernières années. Et choisir les meilleures options de fonds d'action canadiennes en fonction des marchés de croissance ou revenus des dividendes. Alors, le comité de répartition de l'actif Guardian, toujours, le comité de répartition de l'actif Guardian prend des décisions relatives à la répartition de l'actif. Il est dirigé par le chef des placements, qui est Denis Larose, et composé des membres clés du personnel de placement de nos équipes d'actions et de titres à revenu fixe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, on le voit ici, Denis Larose, qui est notre CFO, Gary Chapman, qui était là depuis des années, Andrew, Fiona Wilson, qui représente, j'en parlais tantôt, notre équipe de Global Dividend, qui utilise de l'intelligence artificielle, Scott Glasgow pour les titres à revenu fixe, Steve Bates aux États-Unis, Mike Tempest, Steve Bates, excusez-moi, au Royaume-Uni, Mike Tempest aux États-Unis, et notre économiste maison, David O.J., qui donne sa voix aussi au chapitre. Slide numéro 40. Donc, le portefeuille Guardian Managed Income and Growth, la répartition type 60% actions, 40% titres à revenu fixe. L'objectif du portefeuille, c'est de générer un taux de rendement supérieur à celui de l'indice de référence. C'est parfait pour la phase d'accumulation. Et l'autre portefeuille qu'on propose, c'est le Guardian Managed Yield, répartition cible 60% titres à revenu fixe, 40% actions. Un rendement comparable à celui d'un portefeuille de Managed Income and Growth, mais avec une répartition d'actifs un peu plus prudente, qui est peut-être favorable pour la phase de décumulation ou de retrait. Alors, si on parlait tantôt du travail du comité de gestion, on le voit ici comment
Le portefeuille est réparti actuellement. Donc, si on regarde la dernière ligne, le target là, pour le mois d'octobre 2019, alors, vous avez les différentes pondérations de chacune des stratégies pour le revenu mensuel sécuritaire. Donc, on l'a un petit peu plus en détail à la page 42. Donc, historique des rendements, revenu mensuel sécuritaire. Donc, si on regarde au 31 octobre, taux de rendement du portefeuille 2,88, indice de référence 2,40. Donc, il y a un écart de 0,48. Ça a quand même bien été. Et à la slide 43, sommaire des changements apportés à la répartition de l'actif pour le revenu mensuel. Même chose si vous allez à la dernière ligne. Vous allez pouvoir voir comment l'actif est actuellement réparti à travers les différentes stratégies. Slide 44, même chose. Alors, le rendement était là, 3,19, le taux de rendement du portefeuille, 31 octobre. Taux de rendement de l'indice de référence, 2,53, donc un écart positif. Et slide 45, Jean-François, rendement des solutions gérées en série I, taux de rendement annualisé pour la période ayant pris fin le 31 octobre 2019. Donc, sur un an, quand même une stratégie qui est un peu plus conservatrice dans l'ensemble, mais qui protège vos clients, comme je le disais tantôt, peut-être d'une façon favorable quand les marchés connaissent des baisses. Donc, encore une fois, un des points forts chez Guardian Capital, c'est de générer de l'alpha dans le down market capture. Cette année, on a vu les marchés en hausse, marché canadien et américain dépasser le 20%. Mais on a quand même été capable de suivre la tendance du marché. Si on voit le cumulatif annuel à 11,9 et de l'autre côté à 10,44. Donc, c'est quand même des années positives pour les investisseurs, peu importe la répartition d'actifs. Et on croit qu'on est capable d'ajouter de la valeur de façon peut-être un peu plus prononcée lorsque la volatilité va être plus élevée. Mais c'est somme toute des rendements intéressants pour des investisseurs qui veulent investir de façon un peu plus conservatrice. Et à la page 46, bien, vous avez nos champions. Denis Larose, le chef des placements chez Guardian Capital, qui a une longue fiche de route, qui est chez Guardian depuis presque une décennie. Et David Auger, qui est en présentation hier pour vous du côté anglophone. Un jeune CFA extrêmement talentueux, extrêmement articulé, qui nous éclaire de ses avis économiques périodiquement. Et si jamais vous êtes intéressé à recevoir les opinions économiques de David Auger en anglais exclusivement, par contre, juste faire signe à Mathieu et à Jean-François, puis on trouvera une façon de vous acheminer ces informations-là. Alors pour moi, ça conclut la présentation aujourd'hui. À toi, Jean-François. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne sais pas si vous voulez prendre quelques questions. On avait des questions dans le WebEx. Est-ce que tu es ouvert à prendre des questions plus sur les marchés? Ben, vas-y. Je suis tout oui. La première question qu'on a, c'est quelles sont les implications des élections américaines pour le marché? Le point de vue qu'on a chez nous, c'est sûr que tout le monde va le suivre attentivement. Nous, on a, quand je dis nous, je parle de nous qui sommes sur la ligne actuellement comme investisseurs canadiens et québécois. On a peut-être un biais défavorable pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche, mais la vérité, c'est que
les agents économiques américains sont en confiance avec M. Trump. Pas qu'ils aiment M. Trump tant que ça. C'est surtout qu'on ne sait pas trop ça va être qui le joueur démocrate en ce moment. Donc, surtout quand on avait des joueurs démocrates avec des tendances un petit peu plus gauchistes, on pense à certaines politiques que Mme Warren voulait mettre de l'avant. C'est peut-être pas tout à fait qui est idéal pour les compagnies du S&P 500. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les agents économiques américains, même s'ils tweetent à peu près 10 fois par jour, puis qu'on n'est pas à une incohérence près, ils sont quand même confortables avec M. Trump dans la Maison-Blanche. C'est peut-être pas le scénario idéal, mais c'est le scénario qu'on connaît actuellement. Donc, c'est sûr qu'on va le suivre de près. Si jamais il y a un changement de joueur à la Maison-Blanche, ça va être un facteur majeur. Mais actuellement, le consensus est quand même assez bon, comme quoi il serait reparti pour un autre 4 ans. Malheureusement. Merci Guillaume. Quelles sont vos perspectives sur la politique monétaire de la Banque du Canada? Est-ce qu'il va y avoir des baisses de taux dans la prochaine année? Pas vraiment. Là, la première chose qu'on a vue, c'est que M. Poloz ne sera pas de retour, ou en tout cas, il va terminer son mandat, ça sera terminé pour lui. Mais non, je le disais un petit peu plus tôt, les taux sont à des bas historiques et si une banque centrale comme la Banque du Canada veut se laisser une certaine marge de manœuvre pour intervenir dans l'économie, des baisses de taux à court terme, en tout cas même pour 2020, nous, c'est pas ce qu'on entrevoit du côté de chez Guardian. Quoique, je me rappelle, à pareille date, l'an dernier, on faisait des conférences de ce style-là, puis tout le monde disait « il devrait y avoir des hausses en 2019, tant du côté canadien qu'américain », puis c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, les économistes ont tendance c'est pas les plus grands devins, mais si je m'en tiens au point de vue de notre économiste maison, David O.J., les taux devraient rester stables au Canada pour 2020. Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. On n'avait plus d'autres questions. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, ceci conclut la présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Puis, revenez-nous en janvier pour le prochain webinaire avec SSQ Assurance. Merci, bonne fin de journée.